Lorsque deux pick-up transportant des hommes armés ont arrêté le jeep sur une route déserte entre Hurghada et Safaga, le guide a reçu 3 000 $ en espèces et a fait demi-tour, laissant les deux touristes polonaises aux mains des ravisseurs. 48 heures plus tard, les deux jeunes femmes ont été vendues à différentes familles bédouines pour 4 000 $ chacune et ont disparu dans le désert de l'Est de l'Égypte. Kasia et Magda sont arrivées à l'aéroport international de Hurghada le 21 avril 2021. Elles ont acheté leurs billets auprès d'une agence de voyage polonaise qui proposait un forfait d'une semaine avec hébergement à l'hôtel, transfert et plongée dans la mer Rouge. Les deux jeunes femmes étaient des plongeuses expérimentées et voyageaient régulièrement ensemble depuis 2017. Kasia travaillait comme graphiste à Varsovie, Magda avait 24 ans et était en dernière année d'université, où elle étudiait les relations internationales. Elles ont pris un vol direct depuis Varsovie. Le trajet a duré environ 4 heures et demie. En avril 2021, l'Égypte commençait tout juste à relancer son industrie touristique après la pandémie. Les restrictions avaient été levées, mais le flux de touristes restait bien inférieur au niveau d'avant la pandémie. Hurghada, la plus grande station balnéaire de la côte de la mer Rouge, dépend presque entièrement du tourisme. L'économie locale a souffert au cours de l'année précédente. De nombreux hôtels fonctionnaient à capacité minimale. Les guides et les agences d'excursion se disputaient chaque client. Les prix des services ont chuté, ce qui a attiré les touristes à petit budget d'Europe de l'Est. Les filles ont séjourné dans un hôtel 3 étoiles dans le quartier touristique de Hurghada. Elles ont passé les 5 premiers jours à la plage et ont fait 3 plongées avec un instructeur vers les récifs proches du rivage. Le temps était beau, la température de l'air avoisinait les 32 degrés et l'eau était à 24 degrés. La visibilité sous l'eau était excellente. Elles ont vu des tortues, des raies et de nombreux poissons tropicaux. À l'hôtel, ils ont fait la connaissance d'autres touristes, principalement originaires de Pologne, de République tchèque et d'Ukraine. L'ambiance était détendue, il n'y avait aucun signe inquiétant. Le 26 avril, le 6e jour de leur séjour, un guide local nommé Ahmed les a abordés. Il leur a proposé une excursion dans un village bédouin dans le désert. Ces excursions sont très populaires à Hurghada. Presque toutes les agences de voyage les proposent. Le programme habituel comprend un trajet en jeep dans le désert, la visite d'un village bédouin traditionnel, une pause thé, une balade à dos de chameau, le coucher du soleil et un dîner avec des plats nationaux. Les touristes rentrent à l'hôtel tard dans la soirée. Ahmed a proposé un prix de 50 $ par personne, soit environ 30% moins cher que les offres standards des agences de voyage officielles de l'hôtel. Kasia et Magda n'ont vu aucune raison de refuser. Elles ont lu des commentaires sur ces excursions sur Internet et de nombreux touristes les recommandaient comme un moyen de découvrir le vrai désert et de se familiariser avec la culture locale. Le guide leur a montré des photos des excursions précédentes où l'on voyait des touristes satisfaits dans un village bédouin. Il avait une carte de visite avec le nom de l'agence de voyage et son numéro de téléphone. Tout semblait légal. Les filles ont accepté et ont payé d'avance. Ahmed a dit qu'il viendrait les chercher le lendemain, le 27 avril, à 3 heures de l'après-midi. Le 27, Ahmed est arrivé à l'heure dans un Jeep Toyota blanc. Outre lui, il y avait un autre homme dans la voiture qu'il a présenté comme son collègue et chauffeur. Les filles se sont assises à l'arrière. Il n'y avait pas d'autres touristes dans la voiture, alors que ces circuits sont généralement organisés pour des groupes de 6 à 8 personnes. Lorsque Kasia a posé la question, Ahmed a expliqué qu'en raison de la basse saison, peu de personnes s'étaient inscrites et qu'elles étaient les seules à partir ce jour-là. Cela n'a pas alerté les jeunes filles, mais les enquêteurs ont par la suite considéré cet élément comme un premier signal d'alarme. Le Jeep a quitté Hurghada en direction du sud par la route côtière, puis a bifurqué vers l'ouest, en direction du désert.
La route était goudronnée sur les 30 premiers kilomètres, puis elle est devenue une route en terre. Le paysage a rapidement changé, passant de la verdure côtière à des collines rocheuses dénudées et des plaines sablonneuses. La voiture roula pendant environ 1 heure. Les filles photographiaient le désert par les fenêtres et échangeaient des messages avec leurs parents sur les réseaux sociaux tant qu'elles avaient du réseau. Environ 45 minutes après avoir quitté la ville, la connexion fut complètement coupée. Vers 5 heures du soir, le Jeep arriva dans un petit village composé d'une dizaine ou d'une quinzaine de maisons en pisé et de quelques tentes. Cela ressemblait à un village bédouin typique, comme ceux que l'on montre aux touristes. Plusieurs hommes en vêtements traditionnels étaient assis autour d'un feu, avec des chameaux à côté. Ahmed a proposé aux filles de descendre, leur disant que le programme allait commencer. Elles sont sorties de la voiture et ont regardé autour d'elles. L'endroit semblait authentique, bien que visiblement pauvre. Il n'y avait pas d'autres touristes, ce qui semblait étrange, mais Ahmed expliqua qu'un autre groupe était déjà parti et que le suivant arriverait plus tard. On leur offrit du thé et on les invita à s'asseoir sur des tapis près du feu. L'un des bédouins leur parla dans un anglais approximatif, leur racontant la vie dans le désert. Tout semblait être un programme touristique normal. Les filles se sont détendues, ont pris des photos, bu du thé. Le soleil commençait à se coucher à l'horizon. Ahmed a dit que le coucher du soleil et le dîner approchaient, après quoi il rentrerait. Il était environ 6 heures du soir. Les événements suivants se sont déroulés rapidement. Vers 18h30, 2 pick-up sont arrivés au village. 4 hommes en sont sortis, dont 2 étaient armés de Kalachnikov. Cela ne ressemblait plus à un programme touristique. Kasia et Magda se sont levés, comprenant instinctivement que quelque chose n'allait pas. Ahmed s'est mis à parler en arabe avec les hommes armés. La conversation a été brève. L'un des hommes armés a sorti une liasse de dollars et l'a remise à Ahmed. Ce dernier a compté les billets, a hoché la tête, est monté dans son Jeep et est parti avec le deuxième chauffeur sans se retourner. Tout cela a pris moins de 5 minutes. Les filles ont compris qu'elles avaient été vendues. Elles ont tenté de s'enfuir, mais elles ont été rapidement rattrapées. Magda a crié, a essayé de se débattre et a reçu un coup au visage. Kasia a été maintenue par les bras par 2 hommes. Elles ont été ligotées avec des cordes, bâillonnées avec des chiffons et poussées dans la benne d'un des pick-up. Tout cela s'est passé au coucher du soleil, sous les yeux des autres bédouins du village qui ne sont pas intervenus. Toute l'opération semblait bien rodée et routinière. Plus tard, les enquêteurs établiront que de tels enlèvements de touristes dans cette région ont eu lieu régulièrement entre 2009 et 2015, puis sont devenus plus rares, sans toutefois cesser complètement. Les pick-up ont pris des directions différentes. Kasia a été emmenée vers le nord, Magda vers le nord-ouest. La route était chaoteuse, les filles étaient ballottées sur la carrosserie métallique. Kasia a réussi à desserrer un peu les cordes qui lui liaient sous les mains, mais elle n'a pas essayé de s'enfuir, sachant qu'elle n'avait aucune chance de survivre dans le désert, dans l'obscurité. Le véhicule roula pendant environ 2 heures. Lorsque la nuit fut complètement tombée, le pick-up s'arrêta près d'un petit village composé de quelques maisons et d'enclos pour le bétail. Kasia fut sortie de la caisse, on lui détacha les pieds et on la conduisit dans l'une des maisons. La maison était simple, 2 pièces avec des murs en pisé, un sol en terre battue, un minimum de meubles. Une lampe à pétrole brûlait dans un coin. Kasia fut assise par terre dans la pièce du fond et la porte fut verrouillée. Elle entendit des voix à l'extérieur, des voix d'hommes et de femmes. Ils parlaient en arabe. Au bout d'un moment, la porte s'ouvrit et une femme d'une 40aine d'années vêtue de noir entra. Elle détacha les mains de Kasia, lui donna de l'eau et du pain. Dans un anglais approximatif, elle lui a dit que Kasia devait désormais travailler et obéir, sinon les choses empireraient. Elle lui a expliqué qu'il était inutile de s'enfuir, car il n'y avait que le désert tout autour. La ville la plus proche était à 100 km et qu'il était impossible d'y arriver sans eau. Cette première nuit,
Kasia n'a pas dormi. Elle essayait de comprendre ce qui se passait, comment entrer en contact avec le monde extérieur, comment s'échapper. On lui avait pris son téléphone dans la camionnette. La porte était verrouillée de l'extérieur. Il n'y avait pas de fenêtre. Elle entendait des gens parler derrière le mur, puis les bruits se sont tus. Tout le monde s'est couché. Kasia pleurait, mais elle essayait de le faire discrètement. Elle pensait à Magda, sans savoir si son amie était en vie, où elle se trouvait, ce qui lui était arrivé. Elle pensait à ses parents à Varsovie, qui ne savaient rien et attendaient des nouvelles de leur voyage. Elle avait envoyé son dernier message à sa mère vers 4 heures de l'après-midi, alors qu'il se rendait dans le désert, lui disant qu'il partait en excursion et qu'elle lui écrirait dans la soirée. Le lendemain matin, la situation s'était clarifiée. La femme qui était venue pendant la nuit était l'épouse du chef de cette famille bédouine. La famille se composait du chef lui-même, Hamdi, de sa femme Amina, de leurs 3 enfants et de la mère de Hamdi, une vieille femme d'environ 70 ans. Ils vivaient ici en permanence, s'occupaient d'élevage, avaient des chèvres et quelques chameaux. Le village le plus proche était à 20 kilomètres. Il n'y avait pas d'électricité dans la maison. Ils puisaient l'eau dans un puits et cuisinaient sur un feu ouvert. Ils vivaient pauvrement, presque à l'état primitif selon les normes du XXIe siècle. On expliqua à Cass son rôle. Elle devait aider aux tâches ménagères, aller chercher l'eau au puits, cuisiner, faire le ménage, s'occuper du bétail, laver les vêtements. Elle travaillait de l'aube jusqu'à la tombée de la nuit. On la nourrissait maigrement, principalement de galettes et d'eau, parfois de chèvres ou de dattes. On lui permettait de dormir dans la même pièce où elle avait passé sa première nuit. La porte était verrouillée la nuit. Pendant la journée, elle était surveillée par Amina ou sa belle-mère. Hamdi et son fils aîné, un adolescent de 16 ans, étaient armés et portaient de vieux fusils. Il était clair que toute tentative de fuite serait réprimée par la force. Les premiers jours, Kasia était sous le choc. Elle ne pouvait pas croire que cela se passait réellement en 2021, dans un pays où des millions de touristes viennent chaque année. Elle a essayé de parler à Amina, de lui expliquer que sa famille paierait la rançon, qu'il fallait la libérer. Amina répondait qu'ils avaient déjà payé pour elle et qu'elle était désormais leur propriété. Kasia avait été achetée pour 4 000 $, ce qui représentait une somme énorme pour cette famille, équivalente à plusieurs années de revenus provenant de l'élevage. Amina ne voyait rien de mal dans cette situation. Pour elle, il s'agissait d'une transaction normale. Pendant ce temps, à Hurghada, les parents des jeunes filles donnaient l'alerte. Lorsque Kasia et Magda ne sont pas revenus à l'hôtel le matin du 28 avril, la direction a d'abord supposé qu'elles avaient peut-être été retardées par une excursion ou qu'elles avaient décidé de passer la nuit ailleurs. Mais comme elles n'étaient toujours pas joignables à l'heure du déjeuner, les employés de l'hôtel ont appelé la police. Les parents des jeunes filles en Pologne n'avaient pas non plus reçu de réponse à leurs messages et appels depuis le matin. Les mères des 2 jeunes filles se sont contactées, puis ont appelé l'hôtel. Le soir du 28 avril, il est devenu évident que les jeunes filles avaient disparu. La police égyptienne de Hurghada a enregistré une déclaration de disparition. Au départ, l'affaire a été traitée comme une disparition ordinaire de touristes. Il y a plusieurs dizaines de cas de ce type chaque année dans toute l'Égypte et la plupart sont rapidement résolus. Les personnes se trouvent à l'hôpital après un accident, dans d'autres villes, ou ont simplement perdu leurs moyens de communication et leurs documents. Les enquêtes sérieuses commencent généralement après quelques jours, si aucune information n'apparaît. Les employés de l'hôtel ont parlé à la police du guide Ahmed et de l'excursion dans le désert. Ils ont donné sa carte de visite et son numéro de téléphone. La police a essayé de le contacter, mais le numéro ne répondait pas. Ils ont vérifié l'agence de voyage indiquée sur la carte de visite. Il s'est avéré que cette agence n'existait pas. La carte de visite était fausse. C'était le premier signe sérieux indiquant que la disparition pouvait être d'ordre criminel.
L'affaire a été transmise au service chargé de la lutte contre les enlèvements. Les enquêteurs ont commencé à rechercher Ahmed. D'autres touristes qui l'avaient vu à l'hôtel ont donné une description du guide. Des dizaines de personnes correspondaient à cette description, mais aucun guide officiel portant ce nom n'a été trouvé dans les bases de données. Les caméras de surveillance de l'hôtel ont été vérifiées et une vidéo a été trouvée sur laquelle on voyait les filles montées dans un Jeep Toyota blanc. Le numéro d'immatriculation du véhicule n'était pas clairement visible sur l'enregistrement, mais des spécialistes ont amélioré la qualité de l'image. Le numéro a permis de retrouver le propriétaire, un habitant de la région, qui a déclaré avoir vendu le véhicule 2 mois auparavant à un inconnu, en espèces et sans formalités administratives. La piste s'est arrêtée là. Le consulat polonais au Caire s'est immédiatement saisi de l'affaire. Le consul a contacté le ministère égyptien de l'Intérieur pour lui demander d'intensifier les recherches. L'histoire a commencé à filtrer dans les médias polonais. Les parents des jeunes filles ont donné des interviews, demandé de l'aide et fait appel au gouvernement. Le ministère polonais des Affaires étrangères a adressé une demande officielle aux autorités égyptiennes. L'affaire a pris une dimension diplomatique. Les autorités égyptiennes ont organisé une opération de recherche dans le désert entre Hurghada et Safaga. Il s'agit d'un territoire immense, des centaines de kilomètres carrés de terre désertique où sont disséminés des dizaines de campements bédouins. La police a commencé à faire le tour de ces campements, à interroger les habitants et à rechercher des témoins. Mais les bédouins sont extrêmement renfermés. Ils ne font pas confiance aux autorités et ne donnent aucune information aux étrangers. La plupart des personnes interrogées ont affirmé ne rien savoir des touristes disparus et n'avoir vu aucune femme blanche. Le problème était que les enlèvements de touristes à des fins d'esclavage ou de rançon étaient une pratique courante dans cette région depuis la fin des années 2000. Entre 2009 et 2015, les clans bédouins de la péninsule du Sinaï et du désert oriental ont enlevé, selon les estimations des organisations de défense des droits humains, plus de 30 000 migrants et réfugiés d'Érythrée, de Somalie et d'Éthiopie. Ils ont été retenus dans le désert, torturés, leurs proches ont été contraints de payer une rançon, et ceux qui ne pouvaient pas payer ont été vendus comme esclaves ou tués. Il y a eu des cas impliquant des touristes occidentaux, mais beaucoup plus rares. En 2012 et 2013, les Bédouins ont kidnappé plusieurs touristes américains et européens, exigeant une rançon ou la libération de prisonniers. Presque tous ces cas ont été résolus par le paiement d'une rançon ou par des négociations. Mais après 2015, la pression internationale et les actions de l'armée égyptienne dans le Sinaï ont réduit le nombre de ces cas. Cependant, cette pratique n'a pas complètement disparu, elle est simplement devenue plus clandestine. Les autorités égyptiennes étaient au courant de ce problème, mais préféraient ne pas le rendre public afin de ne pas effrayer les touristes. Le tourisme rapporte environ 12 milliards de dollars par an à l'Égypte. C'est un secteur vital de l'économie. Toute information sur des enlèvements peut nuire à la réputation du pays et entraîner l'annulation de voyages organisés. C'est pourquoi les cas d'enlèvement étaient officiellement passés sous silence ou présentés comme des incidents isolés, sans rapport avec un problème systémique. Dans le cas de Casey et Magda, la police égyptienne a mené une enquête, mais sans grand enthousiasme. Les enquêteurs comprenaient que si les filles avaient vraiment été enlevées par des Bédouins, il serait extrêmement difficile de les retrouver. Les clans bédouins vivent selon leurs propres lois, ne reconnaissent pas l'autorité de l'État et ont des liens familiaux très étendus. La police ne peut pas simplement entrer dans un campement bédouin et effectuer une perquisition sans motif sérieux et sans l'autorisation des anciens. Toute tentative de pression par la force pourrait conduire à un conflit que le gouvernement égyptien ne souhaite pas provoquer. À la fin du mois de mai 2021, les recherches étaient dans l'impasse. La police n'avait trouvé aucune trace des jeunes filles. Le guide Ahmed n'a pas été retrouvé non plus. La version officielle des autorités égyptiennes était la suivante.
Les jeunes filles ont peut-être été victimes d'un accident dans le désert, se sont perdues et sont mortes de déshydratation. Leurs corps ont pu être ensevelis sous le sable ou dévorés par des animaux sauvages. L'hypothèse d'un enlèvement a été envisagée, mais sans preuve concrète, l'enquête n'a pas avancé. L'affaire est restée officiellement ouverte, mais aucune mesure active n'a été prise. Les parents des jeunes filles n'ont pas abandonné. Ils ont engagé des détectives privés et contacté des organisations internationales de défense des droits de l'homme qui travaillent avec les victimes de la traite des êtres humains. L'une de ces organisations, qui aidait les réfugiés africains libérés de la captivité des Bédouins, a accepté de les aider. Elle avait des contacts parmi les Bédouins, des informateurs qui transmettaient des informations contre de l'argent. Grâce à ces canaux, elle a commencé à diffuser des informations sur les touristes polonaises disparues, offrant une récompense pour toute information. Entre-temps, Kasia était déjà captive depuis 1 mois. Elle s'était habituée à la routine, lever à l'aube, travail toute la journée, nourriture maigre, sommeil à même le sol dans une pièce fermée à clé. Physiquement, elle s'était affaiblie, avait perdu plusieurs kilos, sa peau était brûlée et craquelée par le soleil et le travail pénible. Mais le plus dur, c'était le stress psychologique. Elle ne savait pas combien de temps ça allait durer, si elle serait un jour libérée, si Magda était encore en vie. Elle ne perdait pas espoir, mais chaque jour, cet espoir s'amenuisait un peu plus. Au début du mois de juin, un événement a changé sa situation. Un homme est arrivé à moto, un parent de Hamdi vivant dans un village voisin. Il a longuement discuté avec Hamdi. Ils étaient assis près du feu et buvaient du thé. Kasia travaillait à proximité, elle apportait de l'eau. Elle ne comprenait pas l'arabe, mais elle a remarqué que la conversation était sérieuse. Après le départ de l'invité, Hamdi était pensif et silencieux. Le soir, il a parlé avec sa femme. Kasia a entendu des bribes de conversation, mais n'en a pas compris le sens. Le lendemain, Hamdi est parti quelque part avec sa camionnette et n'est revenu que le soir. Depuis lors, l'atmosphère dans la maison avait changé. Tout le monde était nerveux et sur ses gardes. Kasia comprit plus tard que la conversation de son parent concernait la police. Des officiers égyptiens étaient apparus dans plusieurs villages voisins, interrogeant les Bédouins à la recherche des touristes disparus. L'information s'était rapidement répandue grâce aux liens familiaux entre les clans. Hamdi et sa famille se sont inquiétés. Il devenait risqué de garder une femme européenne kidnappée. Si la police la trouvait ici, cela risquait de causer de sérieux problèmes, voire l'emprisonnement de toute la famille. Mais il était également impossible de simplement laisser partir Kasia, ils avaient payé pour elle, et elle connaissait le chemin de leur maison, elle pouvait y conduire les autorités. À la mi-juin, Hamdi a décidé de déplacer Kasia ailleurs. Il s'est arrangé avec un parent éloigné, qui vivait encore plus profondément dans le désert, à 150 km de toute ville et de toute route. La police n'irait certainement pas là-bas. L'endroit était si isolé que même les autres Bédouins s'y rendaient rarement. Tôt le matin du 19 juin, Kasia a été réveillée, ligotée et installée dans la benne d'une camionnette recouverte d'une bâche. Le trajet a duré environ 5 heures sur des pistes désertiques. Lorsqu'on l'a sortie de la benne, elle a découvert un village encore plus misérable. 3 maisons en terre et en pierre, un enclos pour les chèvres, un puits, rien d'autre. Une mer de pierre s'étendait à perte de vue. La nouvelle famille à laquelle elle fut confiée se composait d'un vieil homme d'une 60aine d'années nommé Saleh, de ses 2 femmes et de leurs 5 enfants d'âge différents. Les conditions de vie y étaient encore pires que chez Hamdi. L'eau était rare, on la conservait précieusement et on la réutilisait plusieurs fois. La nourriture était rare, principalement des dattes séchées et des galettes de farine de maïs. Ils mangeaient rarement de la viande, sauf lorsqu'ils abattaient une chèvre. On attribua à Kassé un coin dans l'une des pièces, où elle était enfermée la nuit.
Pendant la journée, elle travaillait sous la surveillance d'une des épouses de Saleh, une femme d'une quarantaine d'années au caractère bien trempé. Elle avait encore plus de travail. Aller chercher de l'eau au puits, situé à 200 mètres de la maison, laver à la main tous les vêtements de la famille, faire la cuisine, nettoyer l'enclos des chèvres, dépouiller les animaux abattus. Cassia comprenait que ses chances de salut étaient désormais encore plus minces. Cet endroit était tellement isolé que même si quelqu'un la cherchait, il ne la trouverait jamais ici. Mais elle continuait à s'accrocher à la vie, faisait son travail, ne provoquait pas de conflit, attendait une occasion. Elle commença à apprendre l'arabe en écoutant les conversations de la famille, en mémorisant des mots. Cela lui donnait un petit avantage, lui permettait de comprendre ce qui se passait autour d'elle, ce dont les gens parlaient. La jeune épouse de Saleh lui parlait parfois, lui apprenait des mots arabes, lui expliquait comment faire tel ou tel travail correctement. Cette femme était plus compatissante que les autres membres de la famille. 2 mois supplémentaires s'écoulèrent. Le mois d'août, dans le désert, était insupportablement chaud. La température dépassait les 45 degrés pendant la journée. Il fallait travailler principalement tôt le matin et le soir, pendant la journée, tout le monde se cachait à l'ombre des maisons. Cassia avait beaucoup maigri, sa peau européenne était couverte d'un bronzage profond et de nombreuses petites cicatrices dues à des blessures et des brûlures. Ses vêtements étaient en lambeaux, on lui avait donné une vieille cape bédouine et un foulard. Extérieurement, elle ressemblait désormais à une femme locale. Mais le changement le plus important était son état psychologique. Cassia a commencé à accepter la situation comme une nouvelle réalité, dans laquelle elle allait devoir vivre pour une durée indéterminée. C'était une réaction défensive de son psychisme, un moyen de survivre dans une situation sans issue. Pendant ce temps, la situation de Magda évoluait différemment. Elle a été emmenée dans un autre village, à environ 120 km de l'endroit où Cassia était détenue. La famille qui avait acheté Magda était plus aisée. Le chef de famille se livrait à la contrebande, transportait des marchandises à travers le désert entre le Soudan et l'Égypte et avait des liens avec des groupes criminels. Il possédait 2 pick-up, un générateur électrique et un téléphone satellite. Magda n'était pas maintenue en isolement aussi strictement que Cassia. Elle était autorisée à se déplacer librement dans la maison et n'était pas enfermée la nuit. Mais cela ne signifiait pas qu'elle pouvait s'enfuir. Le village était gardé, entouré par le désert, et le chef de famille lui avait clairement fait comprendre que toute tentative de fuite se terminerait mal. Il lui avait montré le pistolet qu'il portait toujours sur lui. Magda avait de la chance sur un point. Le chef de famille ne lui infligeait pas de violence physique. Il la considérait comme un investissement, une marchandise qu'il pourrait vendre ou échanger plus tard. Il prévoyait soit de demander une rançon à sa famille, soit de la vendre à quelqu'un dans un autre pays. Tant qu'il la gardait, il la forçait à faire le ménage, mais il la traitait de manière relativement tolérable. Il la nourrissait normalement, lui donnait des vêtements propres et lui permettait de se laver. Magda a rapidement compris son rôle et a joué le jeu, sans résister, faisant ce qu'on lui demandait et attendant. En juillet 2021, le chef de famille a tenté de contacter les parents de Magda pour demander une rançon. Il a fait appel à un intermédiaire, une personne qui avait des contacts à Hurghada. L'intermédiaire a appelé le consulat polonais au Caire et a transmis le message que Magda était en vie, qu'elle était retenue captive par des Bédouins et que sa libération coûterait 50 000 $. C'était une somme énorme pour une famille polonaise ordinaire. Mais les parents de Magda étaient prêts à rassembler l'argent. Ils ont contacté les autorités égyptiennes et le consulat pour demander l'organisation du transfert de l'argent et la libération de leur fille. Mais la police égyptienne a insisté sur le fait que le paiement d'une rançon était illégal et ne ferait qu'encourager les ravisseurs. Elle a promis à la place de mener une opération de libération si elle parvenait à localiser Magda. Les négociations ont abouti à une impasse.
Les ravisseurs ne voulaient pas révéler l'emplacement exact avant d'avoir reçu l'argent, et la police ne voulait pas payer la rançon. Plusieurs semaines se sont écoulées, puis le contact a été rompu. Le chef de famille a décidé que cette fille causait trop de problèmes et a commencé à chercher d'autres options. En août, il a revendu Magda à un homme qui se livrait au trafic d'êtres humains vers la Libye. La transaction s'est conclue pour 3 000 $. Magda a été emmenée vers l'ouest, près de la frontière libyenne. En 2021, la Libye était toujours en proie à la guerre civile et au chaos après la chute de Kadhafi. Le pays était divisé entre plusieurs factions rivales et le pouvoir central ne contrôlait pas la majeure partie du territoire. Dans ces conditions, le trafic d'êtres humains prospérait. Des milliers de migrants africains qui tentaient de rejoindre l'Europe en traversant la Méditerranée se retrouvaient entre les mains de bandes libyennes qui les détenaient dans des camps de concentration, exigeaient une rançon, les vendaient comme esclaves ou les forçaient à travailler. Les otages européens étaient rares, mais il y en avait. Magda était détenue dans l'un de ces camps, à la périphérie de la ville de Tobrouk, près de la frontière égyptienne. Les conditions étaient épouvantables. Des dizaines de personnes dans une seule pièce, un minimum de nourriture et d'eau, des conditions d'hygiène déplorables, des maladies. On la forçait à travailler sur un chantier, à transporter des briques et des sacs de ciment. Les gardes étaient cruels, ils recouraient à la violence pour la moindre désobéissance. Magda a vu d'autres prisonniers se faire battre, elle a vu des gens mourir de maladie et d'épuisement. Elle comprenait que si elle ne trouvait pas un moyen de s'échapper, elle mourrait ici dans quelques mois. En septembre 2021, les propriétaires du camp ont tenté de revendre Magda. Ils ont contacté des réseaux criminels qui font passer des personnes en Europe. Ils ont trouvé un acheteur en Italie qui recherchait des femmes blanches pour des maisons closes. Le montant de la transaction s'élevait à 10 000 €. Ils ont falsifié les documents de Magda, l'ont photographié et lui ont fait un faux passeport. Le plan était le suivant: la faire passer par la mer en Italie sur l'un des bateaux transportant des migrants, puis la remettre à l'acheteur. Magda a appris ce plan par l'un des gardes qui parlait anglais. Elle comprenait que si elle se retrouvait en Italie, entre les mains de trafiquants d'êtres humains, elle n'aurait aucune chance d'être libérée. Le 23 septembre, un groupe de 30 personnes, dont Magda, a été embarqué dans un camion et conduit vers la côte. Le trajet a duré plusieurs heures. Ils ont été conduits dans un village de pêcheurs où un bateau pneumatique bondé de gens était amarré sur le rivage. Il s'agissait principalement d'Africains, de migrants originaires de Somalie, d'Érythrée et du Nigeria qui tentaient de rejoindre l'Europe. Magda a été poussée dans le bateau avec les autres. Au total, il y avait environ une centaine de personnes dans le bateau, alors qu'il était prévu pour 50 personnes maximum. Tout le monde a reçu un gilet de sauvetage, mais la moitié d'entre eux étaient défectueux. Le bateau a été mis à la mer et abandonné. Les gens ont reçu des coordonnées et on leur a dit qu'un navire viendrait les chercher dans quelques heures. Le bateau a navigué en pleine mer pendant environ 6 heures. Le temps était relativement calme, les vagues étaient petites. Magda était assise au milieu du bateau, serrée de tous côtés par d'autres personnes. Beaucoup priaient, certains pleuraient, les enfants criaient. Le moteur du bateau tournait à plein régime et a calé plusieurs fois. Vers le soir, un navire est apparu au loin. C'était un patrouilleur italien des gardes-côtes. Il patrouillait ces eaux, interceptant les bateaux transportant des migrants. Lorsque le navire s'est approché, des canots ont été mis à l'eau et ont commencé à évacuer les personnes du bateau pneumatique. Magda a été hissée à bord parmi les dernières. Sur le navire, tout le monde a été installé sur le pont. On leur a donné de l'eau, de la nourriture et des couvertures chaudes. Les médecins ont examiné les personnes et leur ont prodigué les premiers soins. Magda était en état de choc, épuisée, déshydratée. Lorsque les officiers italiens ont commencé à interroger les rescapés pour établir leur identité,
Magda a déclaré qu'elle était citoyenne polonaise et qu'elle avait été kidnappée en Égypte 5 mois auparavant. Au début, les officiers ne l'ont pas cru, pensant qu'elle inventait cette histoire pour obtenir l'asile. Mais elle a donné ses coordonnées, le numéro de son passeport qu'elle connaissait par cœur, les noms de ses parents, son adresse à Varsovie. Les officiers ont vérifié ces informations dans les bases de données d'Interpol. Magda était effectivement portée disparue depuis avril 2021. Elle a immédiatement été séparée des autres migrants, placée dans une cabine individuelle et un médecin a été appelé. Le consulat polonais à Rome a été contacté. Le lendemain, le 24 septembre, le navire est arrivé au port de Lampedusa, une île italienne de la Méditerranée qui sert de premier point d'accueil pour les migrants. Magda a été remise aux représentants du consulat polonais. Elle a été emmenée à l'hôpital de l'île où elle a passé 3 jours sous surveillance médicale. Physiquement, elle était épuisée, souffrait de nombreuses blessures légères et d'infections, mais ne présentait aucune lésion grave. Son état psychologique était grave, elle était en état de choc post-traumatique. Le 27 septembre, Magda a été transférée à Rome, où ses parents, venus de Pologne, l'ont accueillie. Ce fut une rencontre émouvante. Sa mère pleurait, serrait sa fille dans ses bras. Elle n'arrivait pas à croire qu'elle était en vie. Son père se tenait debout en silence, incapable de parler. Magda pleurait aussi, laissant enfin libre cours à ses émotions pour la première fois depuis 5 mois. Le jour même, ils ont pris l'avion pour Varsovie. Une fois chez elle, Magda a fait sa première déposition à la police polonaise. Elle a raconté tout ce dont elle se souvenait. L'enlèvement, le voyage dans le désert, la première famille bédouine, la vente, le camp en Libye, le bateau. Elle a décrit les personnes, les lieux et les événements de manière aussi détaillée que possible. La police polonaise a transmis ces informations à ses homologues égyptiens. L'enquête sur l'affaire a repris avec une nouvelle vigueur. Il était désormais certain que les filles avaient été enlevées et vendues comme esclaves. Les autorités égyptiennes ont lancé une opération pour retrouver Kasia, qui était toujours captive. Magda a donné une description de la région où elle avait été détenue pendant les premières semaines, mais elle ne connaissait pas les coordonnées exactes. Les enquêteurs ont utilisé des cartes satellites pour tenter de localiser les endroits possibles à partir de sa description. Ils ont lancé une nouvelle série d'interrogatoires des Bédouins de la région. Mais 3 mois se sont écoulés sans résultat. Kasia n'a toujours pas été retrouvée. La police égyptienne a mené des raids dans plusieurs campements bédouins, mais à chaque fois, soit elle recevait de fausses informations, soit elle arrivait trop tard. Les Bédouins s'avertissaient mutuellement de l'approche de la police par le biais de leur téléphone portable et de leur radio. Lorsque les policiers arrivaient dans un campement, toutes les personnes suspectes avaient déjà été cachées ou déplacées. Le système de solidarité entre les clans bédouins fonctionnait efficacement. En décembre 2021, une percée a eu lieu. L'un des Bédouins, qui avait des dettes envers les autorités, a accepté de devenir informateur en échange de l'abandon des poursuites. Il savait que plusieurs femmes européennes étaient détenues dans le désert par différentes familles. D'après ces informations, l'une d'elles pouvait être Casey. Elle se trouvait dans un village très isolé où personne ne se rendait jamais. L'informateur a donné des coordonnées approximatives et a accepté de montrer le chemin. Le 8 décembre, la police égyptienne a organisé une opération. Un groupe de 20 agents d'une unité spéciale, à bord de plusieurs véhicules tout-terrain, s'est rendu dans le désert sous la conduite de l'informateur. Ils ont voyagé de nuit pour ne pas attirer l'attention. Le trajet a duré environ 4 heures. Ils sont arrivés au village à l'aube, ont encerclé les maisons et sont entrés avec leurs armes automatiques. Dans l'une des maisons, ils ont trouvé une femme blanche vêtue à la manière bédouine qui travaillait près d'un puits. Effrayée par les hommes armés, elle a tenté de s'enfuir, mais ils l'ont arrêtée. Lorsqu'ils lui ont demandé son nom, elle est d'abord restée silencieuse, puis a répondu en polonais « Kasia ». Ce fut un choc pour tout le monde.
Kasia n'avait plus du tout le même aspect que sur les photos prises en avril. Elle était épuisée, bronzée jusqu'à en être noire, vêtue de haillons, les cheveux emmêlés et sales. Mais c'était bien elle. Les officiers l'ont enveloppée dans une couverture et l'ont fait sortir de la maison. La famille de Saleh n'a opposé aucune résistance, comprenant qu'il n'y avait nulle part où fuir. Tous les membres adultes de la famille ont été arrêtés sur place et embarqués dans des voitures. Les enfants ont été laissés sous la garde de parents vivant dans un village voisin. Le groupe est retourné à Hurghada pour le dîner. Kasia a été transportée à l'hôpital, où elle a passé une semaine sous surveillance médicale. Son état physique était grave, forte dépression, déshydratation, multiples infections cutanées, vers intestinaux, avitaminose. Son état psychologique était encore pire. Elle avait du mal à parler, ne pouvait pas se concentrer et pleurait sans cesse. Les psychologues ont diagnostiqué un syndrome de stress post-traumatique aigu. Elle avait peur de rester seule dans une pièce, elle avait peur des hommes, elle ne pouvait pas dormir la nuit. C'étaient les symptômes classiques d'un long séjour en captivité et en esclavage. Les parents de Kasia sont arrivés à Hurghada le 15 décembre. La rencontre avec leur fille a été difficile. Kasia ne les a pas reconnus tout de suite. Elle les regardait avec détachement, comme si elle ne comprenait pas ce qui se passait. Ce n'est qu'après plusieurs heures, lorsque sa mère l'a prise dans ses bras et a commencé à lui parler en polonais, qu'un déclic s'est produit dans son esprit et qu'elle s'est mise à pleurer. C'était une catharsis, l'expression des émotions accumulées pendant 8 mois. Les médecins lui ont donné un calmant. Le 20 décembre, la famille s'est envolée pour Varsovie. En Pologne, les 2 jeunes filles ont entamé un long processus de rétablissement. Magda s'est remise plus rapidement, elle avait passé 5 mois en captivité et, bien que les épreuves aient été difficiles, elle était plus forte psychologiquement. Kasia, quant à elle, a passé 8 mois en esclavage, dans des conditions plus difficiles, sans espoir de libération. Son psychisme était plus profondément brisé. Elle a consulté un psychothérapeute 3 fois par semaine, a pris des antidépresseurs et a suivi une rééducation. Peu à peu, très lentement, elle a commencé à retrouver une vie normale, mais il lui était impossible de se remettre complètement. Les cicatrices sont restées à jamais, tant physiques que psychologiques. Les 2 jeunes filles ont fait des déclarations détaillées au parquet polonais. Leurs témoignages ont été transmis aux autorités égyptiennes afin que les ravisseurs soient poursuivis pénalement. En Égypte, une enquête a été ouverte pour enlèvement, traite d'êtres humains et privation illégale de liberté. Plus de 10 personnes ont été arrêtées. Les membres de 2 familles bédouines qui détenaient les jeunes filles, les intermédiaires qui avaient organisé la vente et le guide Ahmed, qui a finalement été retrouvé en février 2022. Il a été localisé grâce au téléphone portable qu'il utilisait pour communiquer avec ses proches. Il a été arrêté au Caire, où il se cachait chez des connaissances. L'enquête en Égypte a duré environ 1 an. Des preuves ont été recueillies, des témoins ont été interrogés, des expertises ont été réalisées. L'affaire était complexe, car la plupart des événements se sont déroulés dans des régions reculées, sans témoins, sans documents ni enregistrements. Les principaux éléments de preuve étaient les témoignages des victimes elles-mêmes et les aveux de certains accusés. Saleh, le vieil homme chez qui Kasia avait été retenu ces derniers mois, a partiellement reconnu sa culpabilité. Il a déclaré avoir acheté la jeune fille pour qu'elle travaille dans sa maison, sans comprendre qu'il s'agissait d'un crime. À ses yeux, il s'agissait d'une transaction normale. Les autres accusés ont nié toute culpabilité, affirmant qu'ils ne savaient rien de l'enlèvement, que les filles étaient venues chez eux de leur plein gré. La défense des accusés reposait sur l'affirmation que les traditions de la société bédouine autorisent l'achat de travailleurs, qu'il ne s'agit pas d'esclavage au sens juridique du terme, mais d'une forme de contrat de travail, même si celui-ci n'est pas officiel. Les avocats ont fait valoir que les jeunes filles recevaient de la nourriture et un toit en échange de leur travail,
ce qui est une pratique courante dans les régions désertiques. Cependant, le ministère public a insisté sur le fait que les jeunes filles étaient retenues contre leur gré, privées de leur liberté de mouvement et contraintes de travailler sans rémunération, ce qui constitue un acte d'esclavage au sens du code pénal égyptien et des conventions internationales. Le principal accusé était le guide Ahmed. C'est lui qui avait organisé l'enlèvement, attiré les jeunes filles dans le désert sous prétexte d'une excursion touristique et reçu de l'argent des ravisseurs. Lors des interrogatoires, il a d'abord tout nié, affirmant qu'il avait simplement conduit les touristes dans le village à leur demande et qu'elles avaient ensuite décidé de leur propre chef de rester. Mais les enquêteurs ont trouvé des traces de virements bancaires sur son compte après l'enlèvement, dont les montants ne correspondaient pas à ses revenus officiels. Ils ont également trouvé des messages échangés avec l'un des ravisseurs, dans lesquels il discutait des détails de la transaction. Sous la pression des preuves, Ahmed a commencé à témoigner. Il a raconté qu'il travaillait pour un réseau criminel qui se livrait à l'enlèvement de touristes depuis plusieurs années. Sa tâche consistait à trouver des victimes appropriées, principalement des jeunes femmes voyageant sans homme, à les attirer dans le désert et à les remettre aux ravisseurs. Pour chaque opération réussie, il recevait entre 2 et 3 000 dollars. En 3 ans, il a organisé l'enlèvement de 7 touristes de différents pays. Kasia et Magda étaient les dernières sur cette liste. Cette information a choqué les enquêteurs. Cela signifiait qu'il y avait eu d'autres victimes. Le parquet a commencé à vérifier les données relatives aux touristes disparus entre 2018 et 2021. 5 cas ont été recensés dans lesquels des femmes étrangères avaient disparu dans la région de Hurghada dans des circonstances similaires. 2 d'entre elles étaient originaires d'Ukraine, une de Roumanie et 2 de Russie. Toutes étaient venues en vacances, avaient participé à des excursions dans le désert, puis avaient disparu sans laisser de traces. Leurs affaires avaient été classées comme accident ou disparition volontaire. Il est désormais clair qu'elles ont toutes pu être victimes du même réseau criminel. Les autorités égyptiennes ont lancé une opération de grande envergure pour retrouver ces femmes. Elles ont utilisé les informations fournies par Ahmed et d'autres personnes arrêtées, ont ratissé les zones désertiques et ont inspecté des centaines de campements bédouins. En 3 mois, de mars à mai 2022, 3 autres femmes ont été retrouvées. Une Ukrainienne de 28 ans a été découverte dans un campement situé à une centaine de kilomètres de la ville de Safaga. Elle avait passé 2 ans en captivité, travaillant pour une famille bédouine, et son état psychologique était critique. La deuxième jeune femme, une Russe de 23 ans, a été retrouvée dans la région située entre Hurghada et El Kousser. Elle était captive depuis 1 an et 4 mois. La troisième, une Roumaine de 31 ans, a été découverte par hasard lors d'une descente de police dans le cadre d'une autre affaire. Elle était en esclavage depuis 3 ans et 2 mois, soit plus longtemps que toutes les autres. Son état physique et psychologique était si grave qu'elle a dû être hospitalisée pendant une longue période. Les 2 autres femmes de la liste n'ont pas été retrouvées. Selon les témoignages d'Ahmed et d'autres accusés, l'une d'elles est morte de maladie en captivité environ 1 an après son enlèvement. La seconde a été vendue au Soudan et on ignore ce qu'elle est devenue. Le parquet égyptien a adressé une demande aux autorités soudanaises, mais aucune réponse n'a été reçue. À cette époque, le Soudan traversait une crise politique interne après un coup d'État militaire et la coopération internationale était minimale. Le procès des accusés a débuté en juillet 2022 devant le tribunal pénal de Hurghada. L'affaire a été examinée par un collège de 3 juges. 13 personnes se trouvaient sur le banc des accusés. Le guide Ahmed, les membres des familles bédouines qui détenaient les filles, les intermédiaires qui avaient organisé la vente. Les chefs d'accusation comprenaient l'enlèvement de personnes, la traite d'êtres humains, la privation illégale de liberté et le travail forcé.
La peine maximale pour ces chefs d'accusation pouvait aller jusqu'à la prison à vie. Le procès a duré 3 mois. Le ministère public a présenté de nombreuses preuves, les témoignages des victimes, les aveux de certains accusés, des relevés bancaires, des correspondances échangées sur des messageries instantanées, des témoignages. La défense a tenté de contester les témoignages des victimes, affirmant qu'elles étaient stressées et pouvaient se tromper sur certains détails. Elle a tenté de présenter les accusés bédouins comme des gens simples, ignorant les lois et vivant selon des traditions ancestrales. Mais les faits étaient irréfutables. Les expertises ont confirmé que les jeunes filles étaient détenues dans des conditions correspondant à la définition de l'esclavage. Les rapports médicaux ont révélé des traces de travail physique prolongé, de malnutrition et de violence. Le 23 octobre 2022, exactement 18 mois après l'enlèvement, le tribunal a rendu son verdict. Ahmed a été condamné à 25 ans de prison. Il s'agissait de la peine la plus sévère, compte tenu de son rôle central dans l'organisation des crimes. Les chefs des familles bédouines qui avaient acheté les jeunes filles ont été condamnés à des peines allant de 15 à 20 ans. Les intermédiaires ont été condamnés à des peines allant de 10 à 15 ans. Les épouses des chefs de famille, qui contrôlaient directement les jeunes filles et les forçaient à travailler, ont été condamnées à des peines allant de 7 à 12 ans. Tous les accusés ont été condamnés à de lourdes amendes, qui devaient servir à indemniser les victimes, même s'il était pratiquement impossible de recouvrer cet argent, car la plupart des condamnés n'avaient pas de biens. La peine était sévère selon les normes égyptiennes. Habituellement, les affaires impliquant des Bédouins étaient jugées avec plus de clémence, compte tenu des particularités culturelles. Mais dans ce cas, la pression internationale et le retentissement public ont contraint le tribunal à prononcer une peine exemplaire. La défense a fait appel, mais en février 2023, la Cour d'appel a confirmé le verdict, ne réduisant que légèrement les peines de certains acteurs secondaires. Cette histoire montre le côté sombre de l'industrie du tourisme, dont on parle rarement ouvertement. Chaque année, des millions de personnes voyagent dans des pays exotiques, confiant leur sécurité à des entreprises et à des guides locaux. La plupart rentrent chez eux avec de merveilleux souvenirs, mais certains sont confrontés à une réalité où la vie humaine a un prix, où des criminels exploitent la confiance des touristes pour s'enrichir. L'affaire de Kazi et Magda est devenue le symbole de ce problème, rappelant que même dans les destinations touristiques populaires, il existe des dangers dont beaucoup ne se doutent pas.